Alors, Monsieur Coquerel, pour répondre. Et enfin, judicieuse observation. Donc, si je comprends bien, de la part de Charles de Courson, l'idée serait de louer à un opérateur public et un agent public les forêts pour le travail qu'ils font de préservation des forêts. Bon, c'est un peu étonnant. Et d'autre part, je voudrais juste faire observer. Oui. Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Si on veut la vérité des comptes, ça a du sens. Oui. Monsieur le Président, si vous pourrez faire vos remarques après, une fois que je serai intervenu. C'est vrai, je croyais que vous aviez terminé. Voilà, je ne pense pas que là vous soyez dans votre rôle de président. Je croyais que vous aviez terminé. Bien, donc je termine. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas seulement... je crois qu'on ne peut pas réfléchir vis-à-vis des forêts seulement, entre guillemets, entre rentabilité économique. Il y a la rentabilité écologique aussi. Et ce qui explique effectivement à un moment donné que oui, il y a des forêts qui soient justement, qu'on contrebalance entre des forêts qui rapportent beaucoup de par leur bois, etc., et des forêts essentielles également, même si le bois est économiquement moins rentable, mais qui restent essentielles vis-à-vis des gaz à effet de serre. Donc je trouve que ces arguments sont totalement en deçà de l'urgence climatique qui nous est posée. Pardon. On connaît le débat que nous avons eu il y a peu de temps sur la question de l'interdiction les 3 ans du glyphosate. Et des réponses qui nous ont été données, c'est-à-dire sur le fait de s'engager, on va dire, dans une situation vis-à-vis de l'Union européenne de façon à ce que on puisse arriver à cette interdiction une fois qu'on nous aura bien autorisé à le faire. C'est pas tout à fait la même chose, mais je vais laisser de côté le débat que nous avons eu. On devrait au moins s'entendre sur une chose, c'est que si on veut effectivement que dans 3 ans on sorte du glyphosate, encore faut-il accompagner les paysans dans cette transition. Voilà pourquoi nous proposons un transfert de crédit de 10 millions d'euros pour aider à ces solutions alternatives. Et je pense que si on veut vraiment en sortir, il faut à un moment donné s'en donner les moyens. Merci. Pardon. Le 284 alors. Alors le 284, cette fois-ci, il s'agit de la question du maintien en agriculture biologique. Parce que depuis septembre 2017, vous avez décidé de supprimer, enfin le gouvernement a décidé de supprimer les aides à ce maintien. Donc on a maintenant des aides sur la question de la conversion. Et nous maintenons qu'on ne doit pas laisser au seul marché la question de la transition écologique, et que s'il y a des formes d'agriculture préférables à d'autres, eh bien c'est normal qu'elles soient aidées, y compris dans leur maintien, je dirais aussi par un dispositif de préférentiel sur les circuits courts, par exemple aussi sur, c'est pas le sens de l'amendement, mais ça serait important sur les cantines, etc. Donc nous considérons qu'il est temps justement, si vraiment on veut aller vers de plus en plus vers le bio, d'aider à ce maintien. C'est pour ça que nous proposons 10 millions d'euros. Merci. Bon, ça nous permet à nouveau de parler de la question des privatisations. Ma collègue d'En Marche a raison de souligner d'ailleurs qu'en 2015, toute cette histoire non pas avait commencé, malheureusement c'était déjà illustré. Je remarque d'ailleurs que Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, que ceci explique peut-être cela, mais c'est regrettable de l'avoir laissé faire également déjà à l'époque, et ça n'excuse pas pour autant ce qui est en train de se faire. Il y a un premier problème, c'est que à nouveau nous sommes amenés à adopter un budget où nous n'aurons pas les informations sur le détail de cession des parts. Alors on nous parle de stratégie de l'État actionnaire. Je pense que tout ça ne tient pas. Je l'avais déjà dit l'an dernier. C'est pas normal que le Parlement, la Commission des finances ne puisse pas avoir des informations sur quelque chose qui est évidemment important selon qu'on vende telle ou telle part d'entreprises dans lesquelles l'État a ses actions. D'autant plus que les arguments stratégiques ont quand même bonne mine quand je me rappelle que lors du débat, Bruno Le Maire a expliqué à un moment donné que pour justifier les ventes, qu'à tout moment les entreprises vendues par l'État pourraient s'écrouler, donc le futur acquéreur ne ferait pas forcément une bonne affaire, ce qui en termes de stratégie pour persuader des actionnaires d'acheter le plus haut possible ces parts était quand même un peu ubuesque. Bon, donc il y a un problème de démocratie qui se pose. Deuxième chose sur le fond, et là pour le coup pour appuyer le rapport Madame la rapporteure, je dois dire que nous ne comprenons toujours pas. Alors on va mettre de côté le problème stratégique de privatiser des frontières à travers l'aéroport de Paris. On l'a déjà largement débattu. Le problème, j'allais
j'allais dire, éthique de laisser au privé le soin justement de s'occuper de la question des jeux de hasard, des jeux de loto, etc., qu'on connaît les problématiques qui sont derrière. Le problème de Engie, d'ailleurs, qui, je vous rappelle, est un descendant de GDF Suez, où Nicolas Sarkozy avait expliqué, comme Madame Borne vis-à-vis de la SNCF, que jamais ça ne sera privatisé quand il y avait eu l'ouverture à la concurrence. Enfin bon, bref. Mais en plus de ça, je suis désolé, c'est une mauvaise affaire. C'est une mauvaise affaire. Il faudra le dire et le répéter, puisque vous comptez mettre cet argent sur un fonds d'investissement qui rapportera, vous espérez, 250 millions d'euros par an à l'État, alors qu'en 2017, ADP a rapporté 173 millions, Française des Jeux 89 et Engie 550. Donc on voit bien que c'est une mauvaise affaire, tout simplement parce que nous sommes dans un moment où les taux d'intérêt sont inférieurs à ce que rapportent les actions de ces entreprises. Alors je sais que pour argumenter, Monsieur le maire était parti chercher sur je ne sais combien d'années pour essayer de montrer qu'à un moment donné, vous voyez bien, c'était pas si préférable que ça, sauf que dans la réalité, sur le long terme, et en tout cas l'an dernier, vos arguments ne sont pas bons. Donc tout ça est une mauvaise affaire. Tout ça est une mauvaise affaire qui va simplement servir une fois de plus les actionnaires, une fois de plus le monde de la finance, dont vous espérez qu'elle sauve à terme l'économie française. Je pense que tous les chiffres économiques de ce début d'année montrent l'inverse. Merci. Charles de Courson. Oui, c'est un amendement qui consiste à allouer des fonds supplémentaires à l'Office national des forêts, dont on nous annonce qu'en réalité, en fonction des budgets, 300 postes seraient supprimés chaque année pendant 5 ans. Ce qui fait que ça nous fait dire qu'en réalité, il y a très certainement un objectif de politique d'externalisation des services forestiers, voire à terme une privatisation une fois qu'on aura rendu quasiment inefficace cet office. Bon, chacun peut constater que par rapport à la question du climat, la question de gaz à effet de serre, où je rappelle que nous sommes, la France est très largement au-dessus de ses engagements par les accords de Paris, le maintien d'écosystèmes et de forêts qui absorbent 15% de nos émissions à gaz à effet de serre est quelque chose qui devrait être évidemment une urgence et un combat essentiel. Et au lieu de ça, nous nous retrouvons maintenant avec une Office national des forêts qui est diminuée. Je remarque pour conclure une chose, c'est que les forêts de France occupent plus d'un tiers du territoire national. Le secteur forestier n'emploie plus que 440 000 agents contre 1,5 million d'emplois en Allemagne, où la surface forestière est 2 fois inférieure à la France. Pour ceux qui veulent sans arrêt nous montrer l'Allemagne comme un modèle, eh bien, ça serait bien que sur ce coup-là, on soit justement un peu plus à la hauteur dans la préservation de nos forêts. Merci.